Je vais mettre là. Après, après il y a des sons. Je vais essayer de le mettre là. Mais... Bien. Donc, je peux enlever mon masque peut-être? Oui, bien sûr. Donc, déclenchée en réaction à la dépêche Odès, la guerre franco-prussienne détourne rapidement au désastre. Le prétexte, c'est la succession du trône d'Espagne. Reviendra-t-il à Léopold de Hohenzollern, un cousin du roi de Prusse, mais le roi de Prusse, Guillaume Ier, accepte de pousser Léopold de Hohenzollern à renoncer. Mais le gouvernement français craint que la France soit encerclée par les Hohenzollern, comme elle le fut par les Habsbourg au XVIe siècle. Oui. Comme ça. Bon, je recommence. Je vais peut-être un peu sur plus. Donc je disais que la guerre de 70 a commencé en réaction à la dépêche d'Ems et elle tourne rapidement au désastre. Le prétexte était la succession du roi d'Espagne, du trône d'Espagne. Est-ce que le trône d'Espagne reviendrait à Léopold de Hohenzollern, un cousin du roi de Prusse? Mais le roi de Prusse, Guillaume Ier, accepte de pousser Léopold de Hohenzollern à renoncer. Cependant, le gouvernement français craint que la France soit encerclée par les Hohenzollern, comme elle le fut par les Habsbourg au XVIe siècle. Et le gouvernement français insiste pour obtenir l'assurance ferme de Frédéric II, de Guillaume Ier, du renoncement de Léopold au trône espagnol. La réponse positive mais agacée du roi de Prusse à Benedetti, l'ambassadeur français, est déformée par le chancelier Bismarck. C'est la dépêche d'Ems. À ces lectures, on comprend que l'ambassadeur a été congédié comme un laquais. Comme l'avait envisagé Bismarck, la dépêche produit sur le taureau français l'effet d'un manteau rouge. Côté français, la guerre débute dans l'euphorie. Mais le maréchal Leboeuf, ministre de la guerre, avait déclaré à l'empereur qu'il ne manquait pas un bouton de guêtre aux soldats. Mais rapidement, les défaites succèdent aux défaites. Fin août, deux armées sont en difficulté. Bazaine se réfugie à Metz. MacMahon, accompagné de l'empereur, est pris au piège à Sedan. À ce moment, fin août, début septembre, la guerre atteint notre département pour la troisième fois depuis le début du XIXe siècle. Pour la facilité de l'exposé, je distinguerai les opérations militaires de ce qui relève de l'occupation prussienne. Les opérations militaires consistent en le repli du 13e corps d'armée, la capitulation de Meulan, les sièges de Soissons et La Fère, les combats à Saint-Quentin et les opérations qui ont conduit au siège à la bataille de Saint-Quentin. En même temps, les Prussiens occupent notre département, installent des garnisons et malmènent quelque peu la population civile et ses élus. Ce sera l'objet de ma seconde partie. Donc, tout d'abord, l'invasion de l'Aisne. Et donc, la base du 13e corps d'armée. C'est à partir du 16 août 1870 que débute à Paris la constitution d'un nouveau corps d'armée, le 13e, qui est composé de 3 divisions d'infanterie, soit environ 30 000 hommes. Mais dans cette formation, seuls 2 régiments, le 35e et le 42e de ligne, présentent une certaine solidité. Ils ont fait partie de la garnison de Rome. Les 10 autres régiments sont des régiments de marche, constitués à partir de bataillons de dépôt. Le bataillon de dépôt, 4e bataillon des régiments, est chargé de l'instruction des recrues. Ces régiments de marche ont des cadres d'officiers très incomplets. La constitution du corps d'armée est achevée le 26 août 1970. Et c'est le général Vinoy qui en prend le commandement. Né en 1800, il est sorti du rang. Et depuis 1865, il est à la retraite des sénateurs. Après le repli de MacMahon sur Sedan, le ministre de la guerre, le général de Palikao, décide de renforcer MacMahon. Ainsi, ils sont en mesure de dégager Bazaine qui est enfermé à Metz. Le 25 août, une des divisions du corps, la division d'Exéa, et un régiment de cavalerie sont envoyés par chemin de fer à Reims. Ils débarquent le lendemain à Reims. Le 27, d'Exéa envoie un bataillon à Rethel. Et le lendemain, le 28, le reste du corps reçoit l'ordre de gagner Mézières en train par Soissons, Laon, Hirson et Vervins. Le 29, vers 22h, les premiers trains partent de Paris. L'état-major part le lendemain matin. Il est à Charleville vers 0h30 avec une seule des divisions Blanchard, l'autre étant en route. Vinoy doit simplement inquiéter par sa présence le flanc de l'armée du prince royal qui assiège
MacMahon à Sedan. Il ne doit rejoindre MacMahon qu'à sa demande. Aussi, il envoie son aide de camp à Sedan. Il discute avec l'empereur qui conseille de ne pas venir à Sedan. MacMahon va dans le même sens. Considérant sa situation hasardeuse, la présence menaçante de l'ennemi à l'est, la faiblesse de ses moyens, l'encombrement de la ville par des fuyards, le 1er septembre à 18h, Vinoy décide de se replier. Tout d'abord, il ordonne à la division de Mauduit, qui est encore en route, de rétrograder sur Laon. Il forme une colonne avec les 10 000 fuyards qui sont les fuyards isolés qui sont à Charleville, qui errent dans la ville, et il les envoie vers Hirson, d'où ils gagneront ensuite le Laon. Cette colonne part à 21h. Les blessés et les malades sont évacués en train, avec l'intendant et la compagnie du génie de la division Blanchard. Les 12 000 hommes de la division Mauduit sortent de Charleville à 1h30 et ils forment une colonne qui va aller vers le sud, vers Rethel, où ils doivent rejoindre le bataillon d'Exéa et puis après revenir sur Soissons par Reims. Donc ils forment une colonne qui fait à peu près 6 km de long. Elle prend cette direction de Rethel, mais vers 10h, lors d'une... Alors vous avez le trajet, alors vous avez la situation ici, c'est pour ça, en fait j'ai oublié, c'est pour ça que donc... ils sont en fait Vinoy menacés parce qu'il y a déjà des formations prussiennes qui se manifestent ici et qui risquent de le bousculer. Donc, il est parti vers le sud, en direction de Rethel, et vous voyez, ici, à Sauce-les-Bois, il y a donc un petit accrochage avec des Prussiens, et donc Vinoy décide de partir vers Novion-Porcin pour aller vers Marle ou Montcornet, et là gagner Laon. Tout ça, ça se passe sur un temps qui est exécrable. Plus quasiment tous les jours, et souvent à torrent. Donc vers 13h, il arrive à Novion-Porcin, il bivouac, il reste l'après-midi pour poser ses troupes, et là il va partir vers Montcornet. Il perd dans la nuit vers 2h du matin. Dès le départ, nouvelle pluie, et vers 7h30, la troupe atteint Château-Porcien. Vous l'avez sur la carte. La progression est ralentie quand on traverse des villages par la population qui ravitaille, qui nourrit la troupe. Il va faire une nouvelle halte à Chatigny, toujours sur la pluie. À ce moment-là, vers midi, on signale des éclaireurs allemands. Vers 13h, un nouvel accrochage, mais les Prussiens ne poursuivront pas. Et la troupe reprend sa marche vers l'ouest. Et là, Vinoy prend ses dispositions pour aller bivouaquer à Montcornet, où il arrive vers 18h. La troupe s'installe à l'est du village, alors que les officiers généraux, l'état-major, s'installent à Montcornet. Là, il décide de passer par Marle le 4 septembre et de se rabattre sur Laon le 5. En même temps, le 3 septembre, à partir de 13h30, la division de Mauduit, qui avait rebroussé chemin, débarque à la gare de Laon. Sous la pluie, dans l'eau jusqu'au genou, vous avez environ 10 000 hommes qui dressent leur tente près de la gare. Vous avez la gare au nord de Laon, vous connaissez. Là, l'intendance effectue des réquisitions en faveur de la troupe, et manifestement elle est dépassée. Les soldats marottent dans les potagers, dans les jardins des maraîchers, ils arrachent les pommes de terre, les légumes. Les Lanois assistent à des scènes d'ivrognerie quand les soldats s'en prennent aux entrepôts des marchands de vin près de la gare. Le pillage devient généralisé. Des Lanois y participeront. Le désordre s'installe à la gare où les convois militaires sont mélangés aux trains civils. Ce spectacle lamentable s'ajoute à celui de la garnison, dont nous parlerons plus tard. Il n'est pas pour renforcer la confiance de la population dans l'armée. De son côté, Exéa évacue Laon le même jour, à la nouvelle de la capitulation de Sedan. Le 4, la division Vinoy se met en route. Vinoy part en avant et à Marle, il apprend la capitulation de Sedan par un télégramme du général de Mauduit. Il télégraphie à Paris, il se met au service du nouveau régime. Le soir, il part pour Laon. À 23h, il trouve l'ordre suivant, daté de 16h17. La révolution vient de s'accomplir dans Paris. Revenez avec votre corps d'armée, vous mettre à disposition du gouvernement qui s'établit. Il garde cet ordre pour lui. Le 5 septembre,
Blanchard, qui a appris la présence à Sissonne, à 25 km de sa division, d'une trentaine de cavaliers prussiens, se laisse impressionner et il prend la direction de Crécy. Sa division aura en fait parcouru environ 120 km en 4 jours. De son côté, au même moment, Dexéa est à Soissons, d'où il partira vers Paris. Dans la journée, les deux divisions Mauduit et Blanchard sont à Blanc. En fin de matinée, la division Mauduit embarque dans le train. L'artillerie qui ne peut pas monter dans les trains part vers la Fère pour descendre à pied avec un régiment de cavalerie jusqu'à Paris. Le 6 septembre, la compagnie de chemin de fer du Nord évacue la gare de Laon. La division Blanchard part par Ternier, précédée par Vinois. Et le 8 septembre, le 13e corps d'armée était réuni à Paris. Il participera à la défense de la capitale, puis à la répression de la Commune. Si les Allemands ont suivi mollement Vinois, c'est qu'ils étaient concentrés sur Sedan. Ensuite, du 3 au 6 septembre, ils réorganisent leurs forces. Ils envoient donc les captifs en captivité en Allemagne. Comme le nouveau régime poursuit la lutte, les armées allemandes vont marcher sur Paris, déployées sur un front d'environ 180 km de large. La troupe doit se ravitailler par des réquisitions. En effet, les places de Toul, Metz, Thionville, Montmédy empêchent les Allemands de se ravitailler par voie ferrée. Le gros des troupes est précédé par de la cavalerie, souvent à 50 km en avant de l'infanterie. Il s'agit des fameux Uhlans que vous avez ici sur la diapositive, même si en réalité il y a des unités de tout type, des cuirassiers, des hussards, etc. Le 9 septembre, la 9e division de cavalerie prussienne qui avait poursuivi Vinois, assez mollement, pousse jusqu'à Saint-Quentin. À Château-Thierry, il y a plus de 2000 habitants qui ont fui. La garde nationale, qui comporte une centaine d'hommes, est en train de se constituer. Le 5 septembre, la garde mobile, j'en reparlerai un petit peu après, est partie. Le conseil municipal constate l'absence de défense de la ville. Il décide de ne rien faire contre un assaillant. Et le 8, des Prussiens, 20 dragons, entrent dans la ville. On leur offre des rafraîchissements, des cigares. Ils se laissent aller mener dans la ville, ils visitent. Et ils repartent. Donc ceux qui les ont aidés, qui les ont bien accueillis, seront punis quand même dans la soirée. Je ne sais pas très bien comment, mais ils sont punis, disent les textes. Le lendemain, à 10h du matin, 600 cavaliers prussiens entrent dans la ville, musique en tête. Un détachement va faire office de garnison, et désormais Château-Thierry est une étape sur la route Reims-Paris. Guillaume Ier et Bismarck y dorment le 14 septembre. Pendant ce temps, le reste, donc l'armée de la Meuse, qui avait battu les Français à Sedan, se concentre autour de Laon, et le temps des sièges débute. Donc, dans la matinée du 4 septembre, c'est là où on a appris donc, que dans le département, la captivité de Napoléon III, et le soir même arrive celle de la proclamation du nouveau régime de la République. Et le 5 septembre, dans la journée, elle est connue de tout le département. On va commencer par la prise de Laon. La place de Laon est brièvement commandée par le général Moucheton de Gerbois, qui proclame l'état de siège le 14 août. Mais le général de brigade Théremin Dame lui succède. Il a été rappelé au service actif alors qu'il était à la retraite à Bruyères et Montbéraud. Il réunit donc un premier conseil de défense avec le capitaine du génie Vautier, qui est le seul officier d'actif présent à Laon. Il y a ensuite le commandant de la garde mobile de chez elle, Louis Ferrand, le préfet, et Louis Vinchon, le maire de Laon. Faute de soldats de métier et de cadres, Théremin est contraint de s'appuyer sur l'autorité civile. Le préfet Ferrand se révélera être très combatif, contrairement au maire Vinchon, qui penche rapidement en faveur de la capitulation, comme son conseil et une large partie de la population lannoise. En effet, de quels moyens dispose Théremin? La garnison comprend 1175 mobiles du 2e bataillon de l'Aisne et une batterie d'artillerie des mobiles venus la faire. La garde nationale mobile, on appelle également les mobiles ou les boblots, a été créée sous le Second Empire. En effet, depuis la loi Gouvion-Saint-Cyr de 1818, le recrutement de l'armée repose sur le volontariat et le tirage au sort. Tirer le mauvais numéro vous conduit à 7 ans de service. On peut toujours acheter votre place. Mais face au manque d'effectifs et envisageant le cas d'une guerre contre la Prusse, qui vient
Une hypothèse plausible, après la victoire prussienne sur l'Autriche en 1866, le maréchal Niel, ministre de la guerre, propose en 1868 une vaste réforme de l'armée. Mais face à l'hostilité de l'opinion publique et d'une partie importante des parlementaires, il réduit ses ambitions et en fait il esquisse une réforme. La garde nationale mobile serait une sorte de lande verte à la française. En effet, dans la lande verte, qui était une force de réserve allemande, composée de tous les hommes de 18 à 45 ans, avaient combattu en première ligne comme l'armée régulière allemande pendant la guerre entre la Prusse et l'Autriche. Donc lui, Niel ne peut pas augmenter autant les effectifs qu'il le souhaite, et donc il va mettre sur pied la garde nationale mobile, qui comprend tous les hommes qui mesurent plus d'1,55 m, qui ne sont pas dans l'armée active. On l'organise par département, et en août 1870, elle comprend environ 400 000 hommes, qui sont à peine formés. Il manque de tout. En guise d'uniforme, une blouse, des chaussures, il n'y en a pas. L'entraînement est à peu près nul. En général, ils sont armés d'un fusil à tabatière, qui est un fusil à chargement par la culasse, qui ressemble à une tabatière. Une arme qui est plus lente que le chasse-peau, mais qui est quand même d'un maniement facile et assez efficace. À côté des mobiles, à peine mieux dotés, il existe la garde nationale sédentaire, qui comprend tous les hommes de plus de 20 ans qui ne sont ni soldats ni mobiles. Dans son principe, elle remonte à la Révolution française. Elle est chargée d'assurer le maintien de l'ordre localement, de défendre en cas de guerre l'État contre les armées ennemies. En fait, c'est une milice bourgeoise, essentiellement, au départ. C'est-à-dire, donc, la situation militaire de la ville est assez fragile. Aussi, le comité de défense de Laon, qui comprend donc les principaux responsables militaires de la ville, et le maire, et le préfet, décide de mettre la ville, la citadelle, en état de repousser une reconnaissance de cavalerie et d'abriter une division ou un corps d'armée français. On creuse une tranchée sur la route d'Ardon, on installe un pont volant pour la franchir, on ferme les portes de la ville à 21h, et le conseil municipal demande que les habitants de la ville ou des faubourgs puissent simplement faire ouvrir les portes, peut-être à reconnaître. Surtout, la principale préoccupation, c'est combien ça va coûter. Le 2 septembre arrive un militaire, donc le commandant du génie du 13e corps d'armée, le général Dupouet, quelques officiers d'état-major qui vont examiner la situation de la ville, comment la défendre. C'est à ce moment que la population commence à s'inquiéter et à se rassembler sur les places, en particulier sur celle de l'hôtel de ville. Tout le monde est à l'affût d'informations. Pendant ce temps-là, le préfet Ferrand, lui, il envoie des émissaires dans la région, dans la campagne, pour chercher des informations. Mais ce qui règne, en fait, c'est l'inquiétude et la désinformation. Le 4 septembre, à 6h du matin, Ferrand fait placarder la nouvelle de la défaite de Sedan, ce qui provoque la stupeur. À 9h, il télégraphie sa démission à Gambetta, ministre de l'Intérieur. La nouvelle de la proclamation de la République va être affichée à 22h, et Ferrand annonce sa démission, en ajoutant qu'il ne quittera pas la ville avant que son successeur soit arrivé. La panique dans la population augmente, les villageois des environs se réfugient dans la ville, et les derniers trains à destination de Paris ou du Nord sont pris d'assaut. Et c'est à 23h, dans ce désordre, que le général Vinoy arrive. Il trouve là l'ordre de mettre ses troupes à disposition du gouvernement de Paris, mais n'en parle pas. Le matin, dont je vous ai déjà dit, vous avez environ 22 000 soldats, lors d'un matin le 5, vous avez environ 22 000 soldats qui sont rassemblés autour de la gare, dans le désordre que j'ai évoqué tout à l'heure. D'accord avec le comité de défense, Vinoy fait distribuer des munitions aux gardes mobiles, à la garde nationale, aux pompiers et aux volontaires. On convient qu'en cas d'alerte, on se réunira sur la place d'hôtel de ville, et si besoin, Théremin s'enfermera dans la citadelle avec ses troupes. À la suite des fonctionnaires, le conseil municipal se déclare en permanence. On annonce la démission du préfet, mais Ferrand confirme à nouveau qu'il restera présent à Laon. Un peu plus tôt, Vinoy avait annoncé son départ pour Paris, expliquer ce qui devait être fait pour la défense de Laon. Mais surtout, il emmène avec lui tous les militaires de carrière, ce qui affaiblit encore plus la place. Finalement, il n'y a plus qu'un seul militaire qui était de carrière, c'était Théremin. Vers 7h du matin, tous les soldats sont partis. Des traîneurs et des pillards vont s'attaquer aux approvisionnements laissés sur place. Le maire va tenter de sauver ce qui est encore sauvable. Et finalement, livré à l'émotion, la population se
se rassemblent sur la place de l'hôtel de ville. Le conseil municipal décide que sans militaires, eh bien, la ville ne peut concourir à la défense de la citadelle. Il essaie de séparer en fait le sort de la citadelle du sort du reste de la ville. Et vers 18h, toujours le 6 septembre, un détachement de Ulan est signalé sur la route de Reims. 27 cavaliers s'engagent sur la rampe de Vaux sous les yeux d'une foule considérable qui s'est massée sur la promenade nord. Des mobiles accourent sur le rempart. Ils ouvrent le feu, blessent 2 habitants, brisent les vitres de la gare. Ils rentrent après à la caserne de la citadelle pour chercher nos cartouches. Et le lendemain, les armuriers constatent que plusieurs gardes nationaux et mobiles ont introduit les cartouches avant la poudre, donc à l'envers. Les Hulans ripostent et se replient par la rampe Saint-Marcel. Dans la cavalcade, 3 chevaux chutent, on capture leurs cavaliers. En fait, ce détachement comptait faire comme dans d'autres villes, sauter sur la surprise et la peur pour s'emparer de la ville et en même temps du préfet. Le lendemain 7 septembre, une foule anxieuse et agitée occupe en permanence la place de l'hôtel de ville. Chacun va débattre de la situation et les moyens de défendre la ville. Lorsqu'à 16h, un plénipotentiaire prussien arrive. Théremin a du mal à trouver 5 ou 6 personnes pour le faire venir jusqu'à lui. Il lui explique que suivant les règlements militaires, il ne peut négocier qu'avec un officier supérieur. On reconduit le Prussien à la sortie de la ville. Peu après, Théremin montre à Ferrand une dépêche qui lui enjoignait de se replier si nécessaire. Et Ferrand, donc le préfet, lui conseille de le faire. Et en réponse à cette annonce donc, de Théremin qui a eu donc, une demande de reddition des Prussiens, le ministre de l'Intérieur, Gambetta, ordonne la résistance à outrance. Ferrand donc lit en même temps devant le maire et le conseil municipal l'ordre qu'a reçu Théremin de se replier sur Soissons avec les mobiles si les Prussiens arrivaient en force à Lens. Finalement, Théremin prend la décision de rester sur place. Mais le conseil municipal s'oppose à la défense de la ville. La désertion réduit les effectifs des mobiles qui sont affolés par l'annonce de décision de Théremin. Le lendemain matin, le 8, la foule est toujours de plus en plus agitée par des rumeurs de plus en plus folles. Elle s'inquiète de cette réponse du ministre. Conspué, Ferrand fait annoncer par le cuillère public qu'il reste à Lens avec son épouse. C'est tout ce qu'il a comme argument pour essayer de rassurer la population. Vers 6h du matin, des conseillers et des habitants vont à la préfecture. Un conseiller va accuser avec véhémence Ferrand d'avoir trompé le gouvernement en laissant entendre qu'il est possible de défendre la ville. La dispute reprend peu après devant le conseil municipal. Finalement, on décide d'envoyer une délégation à Paris pour informer le gouvernement de la situation exacte de la ville. Et c'est le vice-président du tribunal de Romance, les avocats de Grillo et Gano, et le journaliste Édouard Housset qui partiront le lendemain matin à Paris pour plaider la cause de la ville. En regagnant la préfecture, le préfet constate que tous les habitants ne sont pas aussi découragés. Mais il n'en vaut pas plus. Le conseil municipal envoie 3 télégrammes au gouvernement pour demander que Théremin ne défende pas la ville. Ces espoirs sont déçus parce que voici la réponse donc, du gouvernement de Gambetta. Le gouvernement de la Défense nationale vous confirme l'entière confiance que vous inspire votre noble attitude devant l'ennemi. Vous avez un poste de combat, vous n'êtes pas homme à l'abandonner pour des conditions d'ordre politique. En milieu de journée, on voit de plus en plus de concentration de troupes ennemies dans la campagne autour de Lens, surtout par la direction d'Atti. Et vers 17h, le colonel comte von Asvenleben, chef d'état-major du duc Guillaume de Mecklembourg, se présente à l'entrée de la ville. Il annonce au général Théremin l'arrivée d'une armée. La sommation écrite de capitulation qu'il remet à Théremin stipule que la citadelle doit se rendre et livrer ses approvisionnements et ses armes dans un délai de 18 heures. Le général, les officiers, les soldats réguliers seraient prisonniers de guerre, les mobiles et gardes nationaux seraient relâchés sur parole. En cas de refus, la ville sera brûlée. Théremin proteste, la ville étant ouverte, elle peut être occupée par l'armée allemande sans que celle-ci soit exposée au feu de la citadelle. Face à cette intransigeance, les Prussiens refusent. Face à l'intransigeance allemande, Théremin choisit entre l'honneur militaire et le salut de la ville et de ses habitants.
Le comte von Aspenleben réitère ses déclarations devant le conseil municipal. Il refuse toujours de dissocier la licence de la citadelle de celle de la ville. Vachon télégraphie au gouvernement que Laon va être investi et bombardé. Et pendant ce temps, une foule désemparée se rassemble plein d'hôtels de ville. Un témoin raconte que chacun s'est abandonné au découragement et aux lamentations. Le vertige gagnait tous les esprits. Vers 18h, un attroupement se forme devant l'hôtel du Chevreuil, rue Châtelaine, où dîne le général Théremin. Il est pris à partie et il déclare à la foule en furie qu'il se conformera aux ordres du ministre de la guerre. Averti, Ferrand accourt avec quelques renforts, quelques soldats, quelques mobiles qu'il a trouvés, ses adjoints, le maire. Il lit alors la dépêche qu'il vient d'envoyer à Paris pour demander donc que Théremin ait l'ordre d'abandonner la ville, de la libérer de sa présence. Après, ça dure donc l'agitation dure après une heure. Finalement, la foule s'en va. Mais au même moment, des groupes de femmes et d'ouvriers sont rassemblés sur le glacis de la citadelle. Ils menacent les mobiles de représailles sanglantes, s'ils tentent de résister aux Prussiens. À son retour, Théremin peine à les calmer les mobiles. Et pendant la nuit, un nouveau télégramme qui est adressé à Paris, stipulant donc l'impossibilité de défendre la ville. Et pendant la nuit, environ 600 mobiles vont faire le mur et se sauver. Vers 2h du matin, on reçoit un télégramme qui laisse toutes les latitudes au commandant de place et au conseil de prendre les dispositions imposées par la situation. Théremin et Vachon rédigent alors un projet de capitulation. À 7h, Ferrand informe les chefs de service de la préfecture que la ville sera remise aux Prussiens dès 11h. Et il les invite à partir pour Saint-Quentin en promettant de les rejoindre dès l'arrivée de son successeur. Et les Prussiens assuraient qu'ils ne s'opposeront pas au départ des fonctionnaires. Très tôt, la population apprend ces développements. À midi, les Prussiens entrent dans la ville sous une pluie battante. Dans la cour de la citadelle, il y a une cérémonie dans laquelle les mobiles rendent leurs armes. Et c'est pendant cette cérémonie que le garde d'artillerie, Henrion, fait sauter le magasin à poudre. Lorsque la poudrière explose, 6 compagnies de mobiles sont sorties de la citadelle. 2 sont soufflés, 2 encore dans la place, sont soufflés par l'explosion. Ceux de la rue sont ensevelis sous les décombres. On relève 300 tués ou blessés, dont 10 officiers tués, 11 blessés. 3 officiers et 39 soldats prussiens sont tués. 12 officiers et 60 prussiens sont blessés. Théremin est grièvement blessé. Le général allemand est également blessé, plus légèrement. Et Théremin donc décédera le 4 octobre. Il y a donc une fracture du crâne. Il faut calmer les Prussiens qui étaient prêts à fusiller, tirer dans la foule, qui étaient venus, par des gens qui étaient présents. Donc, le 9 septembre, Laon est occupé. Le 11 septembre, à Chauny, des cuirassiers blancs désarment la garde nationale et une garnison est installée. À Saint-Quentin, le nouveau préfet de l'Aisne, Anatole de la Forge, arrive le 18 septembre. Il est chargé d'organiser la défense du département et la ville devient en fait le chef-lieu provisoire du département. On va donc aller plus au sud, à Soissons. Donc Soissons, c'est la seconde des 3 places fortes axonaises. Le 16 juillet, elle a reçu l'ordre de se mettre en état de défense. En septembre, il reste environ 5000 habitants, auxquels s'ajoute 1 millier de villageois, alors que la ville normalement compte 11 000 habitants. Ceux qui en avaient les moyens ont effectué un repli stratégique vers la sécurité. Et depuis 1867, la place de Soissons est commandée par le lieutenant-colonel Dedoux, qui est né à Droisy, qui est un homme de la région, qui est un officier de cavalerie, mais qui prenait un peu une période de repos avant de prendre sa retraite. Il y a des moyens relativement importants. Vous avez sur ce tableau environ 4400 hommes. Donc l'essentiel, donc beaucoup de mobiles et le dépôt du 15e régiment d'infanterie de ligne, dépôt qui était avant à Lens mais qui était évacué de la ville. Donc il a également des renforts, donc des gardes nationaux, des sapeurs-pompiers, des volontaires qui viennent de s'engager, une quinzaine de gendarmes. Dans sa garnison, donc les mobiles. Attendez, pardon. Les hommes donc, du régiment de dépôt sont des nouveaux soldats, de nouveaux conscrits qui sont à peine instruits. On trouve quand même parmi eux quelques anciens soldats. C'est eux qui vont former l'ossature du bataillon, qui manque aussi de cadre. Et c'est son commandant, le major Denis, qui en est l'âme. Et juste à sa blessure,
il va animer sa troupe et c'est lui qui va la mener de manière énergique et efficacement. Par contre, les mobiles ne sont pas instruits, ils n'ont pas d'uniforme, pas de chaussures, et certainement des paysans, et on les instruit. On va donc instruire sur le tas, à partir de soldats qui sont cherchés à Soissons, d'anciens soldats qui vont faire l'instruction. C'est pareil, ils ont la même lacune d'encadrement. Leurs officiers, qui sont également des volontaires, se forment en lisant des manuels militaires. Donc il y a une improvisation la plus totale. En août, Dedoux a organisé la défense de la ville. On a une enceinte bastionnée, qu'on verra un peu après, et une enceinte bastionnée qui date du XVIe siècle, la fin du XVIe siècle, qui a été rénovée pour la dernière fois dans les années 1830-1840. Elle fait environ 1600 mètres de long. On a attendu également une inondation sur le sud de la ville. Alors, comme vous voyez à l'écran, il y a trois périodes dans le siège. Une période, donc, une quinzaine de jours, pendant laquelle la ville va être contournée. On a des éléments présents de manière diffuse dans la région. À partir d'entre le 25 et le 25 septembre, 8 octobre, les Prussiens investissent la place et s'installent autour. On va avoir des combats entre la garnison et les Prussiens. Ils occupent les villages voisins et commence ensuite donc le siège proprement dit. Alors, c'est dans la nuit du 9 septembre qu'on commence à aperçoit des éclaireurs ennemis. En même temps, la ville de Vény est occupée. Le 10 septembre, à 10h, un plénipotentiaire se présente. Dedoux lui explique que la place fera son devoir. Un deuxième plénipotentiaire viendra le 14, avec la même recevra la même réponse. Le 14 arrive également le nouveau préfet Paul d'Artigue, qui arrive de Paris. Son prédécesseur, M. de Barral, lui remet le service administratif, et de Barral s'engage dans la défense de Soissons et participera donc à tous les combats qui auront lieu. Le 11 septembre, on apprend l'occupation de Laon et l'explosion de la Poudrière, qui avait été entendue quand même de Soissons. Et jusqu'au fin septembre, on verra arriver des soldats échappés de Sedan. Certains resteront à Soissons et renforceront la garnison. Pendant ce temps, donc, les Prussiens surveillent la ville, il y a quelques escarmouches, et par moments, ils installent des artilleries et tirent un peu sur la ville. La ville effectue une série de sorties. On va par exemple faire les prisonniers à Vénizel et Lafaux, à l'est et puis au nord de Soissons. Le pont de Fontenoy va être détruit. Le 18 septembre, c'est celui de Vic-sur-Aisne qui est détruit. Quelques sorties rapportent des prisonniers. La plus importante est celle qui a lieu dans la nuit du 22 au 23 septembre. Un commando est envoyé dans le village de Beugneux, à 16 km au sud de Soissons, s'emparer d'un groupe de soldats qui était signalé par un habitant de Soissons. On va donc s'emparer d'un vétérinaire, 17 soldats, 50 chevaux qui vont travailler à Soissons, 3 Allemands perdront la vie et les Français auront 2 blessés. Le 24 septembre, c'est plus sérieux, parce que les Allemands vont se heurter à un détachement qui était envoyé abattre des arbres sur la commune de Villeneuve pour la dégager. Et ils vont contraindre les Français à se replier. Et Dedoux va organiser une sortie pour soutenir le détachement qui subissait la pression prussienne. Et c'est là qu'il va arriver un malheur pour la garnison, parce que le major Denis va être blessé d'une balle au genou, au talon. Et sa cheville aurait été fracassée. Or, c'est lui qui maintenait debout le bataillon de dépôt. À ce moment-là, les Prussiens vont s'installer à l'extrémité du faubourg de Reims et dans la gare. On va entrer donc dans la deuxième phase du siège. Donc là, l'ennemi est installé, donc retranché autour de la gare, entrée du faubourg de Vénizel. Il va jeter un pont de radeau sur l'Aisne à Vénizel, à côté du bac, pour pouvoir en fait circuler aussi bien du nord au sud de l'Aisne. Le 26, les Allemands installent un poste de commandement à Billy-sur-Aisne. Ils attaquent également ils sont attaqués à nouveau par les Français. Le 27, on va commencer à incendier des maisons dans le faubourg de Reims pour dégager les abords de la ville. Et c'est le lendemain qu'on aura une première action de la municipalité, parce que des habitants lui ont écrit pour se plaindre des incendies, des dégâts qui se causent. Et là, la municipalité va se plaindre de nous. Le 26 et 27, on va
lancé 2 attaques pour chasser les Allemands de la guerre qui ont échoué. On va détruire dans la nuit du 28 au 29 le pont établi par les Allemands à Missy. Ils vont le rétablir, on va recommencer le lendemain, puis on va arrêter. Le 28, on va lancer l'incendie du faubourg Saint-Capin au nord de la ville. On va s'installer également dans l'abbaye Saint-Médard pour renforcer la défense. Les choses sérieuses vont commencer maintenant le 1er octobre avec l'arrivée du général von Schellschow qui est chargé du siège. Donc il arrive à Fort-Contingent, il s'installe donc près de Sémont dans une ferme et il va entreprendre d'établir véritablement le blocus de la ville. On va réussir tout de même à envoyer un convoi de convalescents jusqu'à Compiègne. Au même moment, une épidémie de petite vérole, c'est-à-dire la variole, se déclenche dans la ville, ce qui n'améliore pas la situation. En même temps, le 22, on apprend la nouvelle de la capitulation de Strasbourg qui a eu lieu le 22 septembre, ce qui provoque une impression pénible sur la ville. Et là, dès que des défenseurs apparaissent sur les remparts de la ville, des Allemands leur tirent dessus. Le 2 octobre, les policiers sont installés à Vauboin, Sainte-Geneviève, au-dessus de Bellevue actuellement, Bellevue, près de en canton de Bellevue. Ils occupent également Crouy et menacent maintenant la route de Chauny. Bon, elle est importante pour le ravitaillement de Soissons. Le lendemain, le 3, on apprend qu'un convoi de vie venant de Chauny va arriver. 1200 hommes sont envoyés en avant pour le récupérer. Ils accrochent quelques Prussiens au bas de la pente c'est maintenant la pente de Voreau. Ils rejoignent le convoi et on fait rentrer donc 35 voitures de lard salé et de sucre qui viennent de Lille. Dans la nuit du 4 au 5 octobre, on opère un coup de main contre le pont de Vély. Et là, réaction habituelle des Prussiens, ils imposent une amende de 20 000 francs à la ville de Vély. Ils prennent en otage le maire et le conseiller général. Le 6 octobre, on reçoit 200 bœufs qui viennent de Landrecy. Il y a à nouveau une escarmouche avec quelques lanciers. Dans la nuit, on voit également arriver de l'affaire 85 tonneaux de poudre sur 3 véhicules. C'est à ce moment qu'on va expulser les femmes des épouses des mobiles du Nord, alors que la dysenterie et la variole se développent. En même temps, on manque de chaussures et de vêtements pour les mobiles. L'argent commence également à manquer pour la solde. Aussi, alors qu'il rentre de Saint-Quentin, le 7 octobre, le sous-préfet d'Artic démissionne. Il n'est pas parvenu à obtenir 250 000 francs qui est estimé nécessaire pour le fonctionnement des services publics. Il quitte Soissons. Il laisse la lettre suivante à Victor de Violaine, maire de Cuffy et conseiller municipal. Une circonstance tout à fait imprévue m'oblige à partir immédiatement. Je tiens à vous prier de bien vouloir bien me remplacer par délégation dans les fonctions du sous-préfet. J'informe monsieur le préfet de cette délégation. De Violaine refuse, il ne peut pas accepter, et la fonction de sous-préfet restera vacante jusqu'à la capitulation de la ville, et elle sera exercée ensuite par un Prussien. Après l'échec d'une nouvelle demande de fonds à Saint-Quentin, le commandant d'un bataillon de mobiles, Carpentier, et un autre officier sont envoyés à Lille dans le soir du 8 octobre. En même temps, de nous demande à la municipalité qu'on envoie les bouches inutiles à Chauny, ce qui ne sera pas fait. Le 7, les Allemands installent de l'artillerie à la ferme de la Perrière, juste au nord de Soissons, un observatoire, un télégraphe optique. Ce qui n'arrange pas le moral de la garnison, puisque le lendemain, le nouveau commandant du 15e de ligne affirme à Denou qu'il ne peut compter que sur 10 hommes par compagnie. Ce qui fait qu'on va limiter en fait la présence des fantassins sur les remparts. Pour remonter le moral de la troupe, on va lancer une expédition donc, pour aller trouver des renforts dans les villages alentours. Mais au pied des appels de sortie, les soldats rencontrent une sentinelle qui tue, mais la panique s'empare de cette troupe, ils tirent dans tous les sens et rentrent dans la ville. Et là, on va entrer dans la dernière phase de ces opérations. En fait, le 9, la ville investit. C'est en travaillant à préparer le franchissement de l'Aisne à Pommiers que les pontonniers sont pris à partie par des mobiles de Pommiers. Le 10, un détachement fouille le village, arrête le maire, le curé et l'instituteur. Celui-ci, de Bordeaux, et un autre habitant qui s'appelait Courcy, ont été dénoncés par 3 de leurs concitoyens. Ils seront fusillés
sur le plateau entre Pommiers et Gorzy. Arrivé à Gorzy, un jeune ouvrier, au dos, est abattu par des soldats qui tentaient de voler 50 francs à sa femme. 3 habitants de Gorzy, Poulette, L'étoffé et Desquirel, dénoncés par le garde champêtre Poitevin, sont conduits au château de Vauboin, au sud de Soissons. Ils vont être jugés par un tribunal de guerre, exécutés à côté de la ville. Les Allemands libéreront le 16 octobre, avec la capitulation de Soissons, les autres otages qu'ils avaient. Donc ça, c'est les forces allemandes qui vont donc assiéger la ville, environ 9 000 hommes. Donc là, c'est le plan. Alors vous avez donc ici le dispositif allemand. Vous avez donc l'aine en bleu ici, la ville de Soissons. Là, c'est le faubourg Saint-Va. Là, c'est la ville proprement dite. Ici, c'est un ouvrage avancé. Vous avez ensuite ici l'inondation qu'on a attendue. Il y a un barrage pour l'Aisne ici. Et en fait, le cours de l'Aisne remonte ici. Et ici, vous avez la crise qui déborde. Ça permet de protéger la ville, de ce côté-ci. Les Allemands donc installent leur artillerie ici, sur les hauteurs de Sainte-Geneviève, au-dessus de Béziers actuellement, ici, et ici, donc au-dessus du quartier de Presles actuellement. Mon lycée est toujours par ici. Donc on a ici les positions d'artillerie allemande. En rouge, j'ai mis donc les tranchées, les autres ouvrages faits par les Allemands. Donc au nord de la cape, et ça va poser des problèmes de prévisibilité, vous avez quelques pièces mais qui joueront un rôle très faible. Et ici, vous avez donc entre la cantine 4 les cantines 4 et 5, vous avez donc le point sur lequel vont tirer principalement les Allemands. Leur plan, c'est donc avec leur artillerie d'ici et ici, de bombarder cette partie de la cantine pour provoquer une brèche et pouvoir rentrer dans la ville. Mais normalement, s'ils font simplement la brèche, normalement, dans des situations comme ça, les combats devraient cesser. Après, si la population est motivée, c'est ce qui est arrivé à Puebla en 1834, qu'on a attaqué la ville donc au Mexique, et bien là, la population a résisté, et il a fallu prendre les maisons à une par une. Mais là, les policiers disent qu'il va se passer à Soissons, ce qui s'est passé ailleurs. Une fois qu'il y a une brèche, la ville capitule, parce que c'est inutile de combattre après. Donc, voilà. Alors, le 11 octobre, le grand-duc de Mecklembourg vient superviser les opérations. Il s'installe à Buzancy, à Soissons. Alors, ils vont attaquer, donc... alors, ils ont un avantage, les Allemands, voilà, ils ont plus d'artillerie. Ils sont en hauteur par rapport à l'artillerie de la défense. En fait, Soissons, c'est une sorte de nid à bombes. Il y a une différence d'altitude d'environ 80-90 mètres entre les positions de l'artillerie allemande et de l'artillerie française. Ce qui va, pour les Allemands, c'est facile, ils voient toute la ville, ils peuvent tirer comme ils veulent. Pour les Français, en fait, ils vont être obligés d'avoir des astuces pour pouvoir rehausser l'angle de tir de leur artillerie. Ça n'empêchera pas plusieurs reprises, en fait, de démonter des pièces allemandes. Le 12 octobre, le bombardement débute à 5h45. Il va durer 4 jours et 3 nuits. Simplement, la nuit, la cadence de tir diminue. C'est à ce moment-là que les Français, que les défenseurs, vont tenter de réparer les dégâts. Les Allemands, comme je vous l'ai dit, tirent essentiellement sur le sud, sur le front sud. À 15h, ils font une pause. Le temps d'envoyer un plénipotentiaire. De nous refusent de capituler. Ils se plaignent simplement que le siège soit conduit brutalement et sans armes, au lieu de suivre la marche régulière d'un siège, comme l'avait acté Vauban. Donc là, il y a un petit décalage entre les deux. Le 14, le tir allemand va s'étendre à l'ensemble de la ville, notamment les bâtiments publics. Saint-Jean-des-Villes il y a un arsenal, il est bourré par les obus. Sous la grande voûte, on avait stocké des fourrages qui prennent feu. Le quartier Saint-Martin avec l'hôpital est fortement touché. L'hôpital avait quand même un drapeau avec la Croix-Rouge. À 14h30, un nouveau plénipotentiaire se présente. On le retient, le temps, plus on le retient, parce que pendant qu'on le retient, on peut faire des réparations et évacuer les blessés et malades de l'ambulance de petite caserne. Vous avez ici à l'écran. À 18h, l'hôpital prend feu. Incendie qui va durer jusqu'au 16 octobre. Dans la nuit du 13 au 14, le Conseil de défense étudie la possibilité d'une sortie en force de la garnison, mais en raison de la faiblesse morale de la troupe, on y renonce. Le bombardement reprend le matin du 14.
ce moment-là, à 9h, le conseil municipal adresse une supplique au commandant de la place. À ce moment-là, plus du tiers de la ville est soit incendié, soit rendu inhabitable. Et le reste est très endommagé. Mais de nous refuse de cesser la défense. Il refuse également lorsque le maire veut leur parler. On découvre dans la journée une tranchée environ 800 mètres du front d'attaque derrière la ligne Portal. On organise une sortie, 400 hommes vont partir, mais 3 heures après être sortis, ils rentrent, ils n'ont rien vu. Or, le lendemain, on voit très bien la tranchée allemande. Au soir du 14, le parement du mur du front d'attaque, c'est-à-dire le mur de... Je vais vous montrer. Vous avez ici une photo d'époque. Et on voit l'emplacement de la brèche. C'est pas très visible. Donc là, c'est la partie qui est un peu endommagée de la courtine. Vous avez la partie qui s'effondrait. Et vous avez ici l'autre partie. Et on va commencer à mettre à ce moment-là, pendant la nuit, du bois, des abattis d'arbres, des branchages, de manière, en cas d'arrivée des Allemands, pouvoir les stopper. J'ai aussi un tableau, mais qui n'est plus net pour vous. Il existe en couleur, je l'ai vu une fois en couleur, je ne l'ai pas téléchargé, donc j'ai retrouvé celui-ci. Donc ça va plus l'air. Donc nouvelle démarche de la population pour qu'on mette fin au combat. Le maire la reprend. On se rend en délégation auprès de Denou qui refuse à nouveau. Mais le 15, dans la journée, il va visiter les installations, les remparts. À 13h, il réunit le conseil de défense. Et là, les chefs de bataillon de la mobile déclarent que leurs hommes sont peu aptes au combat, pour l'entraînement, notamment au tir. Ceux du 15e de ligne sont prêts dans la méthode. L'artillerie n'est plus en mesure de combattre. La plupart des pièces sont en service. Il manque quand même 2 officiers qui sont partis. L'un, c'était pour chercher des fonds donc, à Lille, et l'autre était en permission à Chauny. C'est vrai que leurs hommes ne sont pas très motivés dans ce cas-là. Et un troisième, lui, est en service, il atteint de dysenterie. Après discussion, le conseil admet qu'il ne reste plus qu'à capituler. Et le commandant du génie est envoyé en parlementaire auprès des Prussiens. La défense cesse le feu entre 17 et 18 heures. À Vignoles, près de Courmel, Mosbar, donc le commandant du génie, rencontre le grand-duc de Mecklembourg. Les Prussiens imposent les mêmes conditions qu'à Toul et Sedan. Et de nous ne peut que retenir ses larmes en apposant sa signature au bas de ce traité qu'il considérait comme déshonorant. Dans son compte-rendu, après adressé, donc, Denou va être présenté devant un conseil de guerre après la guerre, comme tous les officiers qui ont rendu une place et jugé. Et dans son compte-rendu, il justifie sa reddition par l'imminence de l'assaut par la brèche, la faiblesse de la garnison, le manque d'abri pour la troupe, pour les blessés, la destruction totale de l'arsenal, de la manutention, le manque absolu de commandants de troupes, la destruction de la moitié de la ville. Il ajoute que prolonger de 48 heures la résistance aurait conduit la rue de la ville. Il reste ensuite, après avoir signé, prostré. La reddition est effective le 16 à midi. Tout le matériel d'artillerie doit être livré. Les plaies seront quand même enclouées, c'est-à-dire rendues inutilisables. La garnison est prisonnière, à l'exception des gardes nationaux et des mobiles qui habitent l'arrondissement de Soissons avant la guerre. Les officiers qui s'engagent à plus combattre sont laissés libres. Et en raison de sa résistance, la ville n'aura pas subir d'autres contributions que de nourrir la ville et la garnison après épuisement d'approvisionnement laissé dans les magasins de l'État. La reddition est accompagnée de désordre et du pillage des magasins de l'État. On va même jusqu'à envoyer une délégation auprès des Prussiens pour décliner toute responsabilité en cas d'incident avec eux. Finalement, la garnison quitte la ville par la porte de Reims. Les mobiles qui venaient de la région sont libérés. La plupart ne respecteront pas leurs paroles et partiront dans le nord s'enrôler. Le seul incident ensuite, c'est l'explosion d'un obus qui était manipulé par des enfants qui sont tués. Ensuite, les Prussiens entrent dans Soissons, entrée qui est décrite ainsi par un témoin, des hommes robustes, admirablement équipés et armés, chaussés de fortes bottes, défilant avec une méthode absolue, une allure d'autant plus martiale qu'elle était stimulée par le succès. En passant sous la porte, chaque peloton d'infanterie prenait le pas de course, les hommes poussant le hurrah traditionnel. Et bientôt, tout le pavé de la malheureuse ville de Soissons résonnait sous la botte des fantassins,
le pied des chevaux, les roues des canons, et cela au son des fifres et des tambours. Ce qui a un éclatant contraste avec la tenue et les uniformes des Français, des mobiles en particulier. La ville donc, a comme souffert, donc, presque une trentaine de morts, 80 blessés, une trentaine de morts dans la garnison. Il fallait une erreur. Mais ces chiffres présentent des incertitudes, on ne sait pas très bien. Il y a beaucoup de doutes, parce que pour la garnison, et on confond également avec ceux qui sont morts de blessures, de maladies, donc c'est pas évident. Les Prussiens ont eu peu de pertes. Par contre, la ville a souffert. Dans les faubourgs, les incendies et les combats ont détruit 107 bâtiments. La ville, vous avez 700 à 800 maisons touchées par les obus. Alors, il n'est pas possible, je n'ai pas encore donc déterminé en fait, la proportion de maisons complètement détruites. On a quand même plus de 25 incendies dans celui d'un hôpital général. Donc, pour la garnison, ceux qui sont conduits donc, à Château-Thierry pour être envoyés après en Allemagne en train, en fait, ils vont être, une partie va s'échapper lorsqu'ils vont traverser le bois de Saint-Jean, près d'Artel. Il y a un incident qui n'est pas très clairement expliqué, dans lequel il y a des coups de feu et une partie des prisonniers près de la poudre de l'Escampette. Celui qui va subir le prendre finalement, qui va avoir de chance, c'est le lieutenant-colonel Dedoux. Il va passer 6 mois de captivité en Allemagne. Il va être jugé par une commission d'enquête. Et le jugement qui lui est rendu le 13 novembre 1971 établit son incapacité et sa faiblesse. Le conseil, donc le juge impropre à exercer un commandement. Il va se retourner à Vernon, où il va décéder en 1880 à l'âge de 67 ans. On a ensuite donc le siège de l'affaire. C'est une ville d'environ 4000 habitants, qui comprend une enceinte crénelée avec des tours datant du Moyen-Âge. Et depuis le 11 novembre, elle est commandée par un marin, le capitaine de frégate La Planche. Il a environ 2700 hommes sous ses ordres, ainsi répartis. Donc, il a perdu donc plus qu'il avait une centaine de pieds d'artillerie au début de la guerre, mais ce chiffre a été réduit à 24 parce que les prélèvements pour les diverses armées françaises. Le 24 octobre, les Prussiens font une démonstration infructueuse devant la place. Le 27, les Prussiens donc, ont pris donc, Metz, qui a capitulé. 200 000 hommes vont être libérés. Et ces hommes, une partie va servir à sécuriser les arrières des Allemands entre Paris et la Belgique. Et donc, il va s'agir à ce moment-là de s'emparer des places fortes qui restent. C'est pour ça que le 5 novembre, la 4e brigade d'infanterie prussienne part de Pont-à-Mousson pour aller siéger l'affaire. Parce que l'affaire gêne les communications de l'armée de blocus de Paris et elle commande également la voie ferrée Reims-Amiens. Donc il y a divers incidents pendant la défense, mais surtout le plus important c'est que vous avez la ville de l'affaire au milieu de l'anneau bleuâtre qui représente en fait l'étendue de l'inondation de la ville. La ville est isolée et simplement le 19 novembre, la garnison de Ham qui tente une opération de dégagement. Il y a environ 1400 hommes qui viennent de Ham, qui vont marcher sur Ternier pour y aller bousculer les Prussiens. Ils entrent dans le village de Vouelle, qui était fortifié par les Allemands. Ils sont repoussés et ils rebroussent chemin. Il y a comme une sortie le 23 novembre où on ramène 70 têtes de bétail. Les Prussiens, eux, vont installer leur artillerie ici, de manière à rebâtir cette partie de la ville et éventuellement attaquer comme ça. Ils sont environ 1500 mètres de distance et ils commandent la place d'environ 20 mètres. C'est-à-dire que leurs pièces sont à peu près à 20 mètres d'altitude de plus que les remparts de la ville. Et le 25 octobre, à 7h, 42 pièces prussiennes ouvrent le feu. Au bout de 3 heures de bombardement, l'artillerie de la défense est réduite à néant. Ils poursuivent le bombardement toute la nuit, sans réduire la cadence de tir. La ville est en feu. Il est impossible de relever les défenses touchées. Aussi, Planche fait le bilan de la situation. Il est impossible de tenir sur les remparts. La ville est en feu. Il réunit donc son conseil de défense. Tout le monde est unanime pour qu'on entame des négociations. Mais avant, il fait noyer les poudres, il fait enclouer les pièces, mettre des affûeurs de service et distribuer les vivres à la population. Et après 36 heures de bombardement, ça s'arrête. 400 hommes vont partir, réussir à fuir.
Les autres partiront en captivité en plus, en Allemagne. Ils perdront simplement un homme. C'est la chronologie. Un homme, donc, dans la garnison, un Allemand, quelques blessés. Et là, comme pour Soissons et Laon, en fait, la capitulation résulte de la pression exercée par la population sur le commandant Planche, mais surtout de la faiblesse morale et matérielle de la garnison. Les Allemands vont installer une garnison, et Planche, contrairement à Dedoux, continuera sa carrière, puisqu'il finira avec sa carrière militaire avec le grade de contre-amiral. On va passer donc à Saint-Quentin. Donc maintenant, c'est à Saint-Quentin, depuis la chute de Laon, qu'il y a la préfecture, qui est dirigée par Anatole de la Forge, vous avez ici, qui est un ancien journaliste. Il rassemble donc, c'est un homme énergique, il rassemble donc le maximum de volontaires pour organiser la défense de la ville. Or, la ville de Saint-Quentin, depuis les années 1810, n'a plus de remparts. Donc, depuis une chronologie des événements, l'événement le plus connu, c'est la première, c'est l'arrivée des Prussiens qui va être repoussé par Anatole de la Forge, où il va être blessé. Et après 1 heure et quelques de combat, donc les Prussiens font demi-tour. Après quelques hommes. Et là, c'est vraiment la détermination des habitants qui a joué. Mais cette détermination va renforcer la crainte des Allemands dans la possibilité du déclenchement d'une guérilla, ce qui est une des raisons aussi de leur violence par moment avec les civils. Une garnison française arrive, mais le 17, on décide de la retirer, parce qu'elle est trop aventurée. De la Forge, qui opposait cette décision, démissionne. Il sera remplacé un peu plus tard par un autre préfet. Le 20, on débat la situation. On a eu vent de l'arrivée d'Allemands, et justement, ils vont arriver le 21. Ils vont commencer par bombarder la ville. Pendant que la commission municipale s'approche de la barricade où ils avaient été arrêtés précédemment, ils vont hisser donc le drapeau blanc. Les parlementaires vont être envoyés donc auprès du commandant Calden. La ville va être condamnée à payer immédiatement 600 000 francs. C'est l'Allemand qui sanctionne la proclamation du 18 septembre de la Forge, des articles appelant à la résistance, des articles hostiles aux Prussiens parus dans le courrier de Saint-Quentin. Il y a une deuxième amende de 300 000 francs et 20 chevaux de sel pour avoir repoussé les Prussiens le 8 octobre et avoir détruit les ponts et moyens de communication de la ville, avec la ville. On doit également rendre toutes les armes. Il y a également 18 otages qui sont demandés. Mais seuls les 12 membres de la commission municipale, c'est-à-dire le conseil municipal, sont présents et se livrent. Ils sont faits prisonniers de guerre. Mais les Allemands les laissent à la tête de la ville. Ils devront aller à Laon, ultérieurement se constituer prisonniers. À 15h, les Allemands entrent en ville. Ils font annoncer que si un coup de feu est tiré contre les Allemands, 6 habitants sont fusillés. Et ils procèdent à diverses réquisitions, de la charcuterie, du tabac, des cuirs, etc. Ils logent chez l'habitant. Le dimanche matin, donc, ils partent, ils sont arrivés le vendredi. À ce moment-là, le conseil municipal démissionne, il refuse d'être soumis aux Allemands. Informé le commissaire général du gouvernement qui était à Lille, qui s'appelait donc Testelin, il les remet dans une nouvelle commission municipale. Il démissionne à nouveau. Là, les habitants donc, font une pétition, ils leur demandent de rester. Ils vont rester. En même temps, dès que les Allemands sont partis, des Français arrivent, les diverses règles qui sont lancées contre Ham, mais la situation globale se dégrade parce que si Saint-Quentin n'est pas occupé, eh bien, ça va être le cas d'Amiens. Parce que donc depuis fin octobre, en fait, les Allemands combattent dans l'ouest de notre département pour en fait repousser les forces françaises qui commencent à se constituer dans le nord. Également, ils ont l'idée de descendre après vers Rouen pour bloquer aussi, séparer donc complètement les Français qui sont dans le sud de ceux qui sont dans le nord et continuer et rendre plus sûr l'investissement de Paris. En même temps, donc, fin novembre, on va donc lancer des reconnaissances sur Ham, qui aurait été abandonné par sa garnison. On va également s'installer à nouveau donc le début décembre à Saint-Quentin, puis revenir.
et a finalement installé une garnison fin décembre. À nouveau, on va exiger un certain nombre de choses. 493 000 francs qui correspondent à la part du canton de Saint-Quentin dans la contribution de 1 million qui est infligée au département, parce que les Allemands ont gardé, pour avoir de l'argent, ça ferait une solution plus simple. Ils ne savent pas exactement quelle est la fortune du département. Ils ont repris les rôles des contributions directes et puis ils ont appliqué les impôts précédents. C'est-à-dire qu'on doit payer les impôts d'avant. C'est une solution la plus simple. Ils vont également imposer donc l'abonnement au moniteur pour 84 francs. J'expliquerai ce que c'est dans quelques instants. La commission municipale estime que bon, on ne peut pas payer et elle propose simplement de payer une partie, celle qui correspond aux derniers impôts du mois de décembre. Les Allemands sont contents et ils arrêtent le rédacteur du Glaner, un journal local, Abel Deroux, qui est envoyé à Reims, où il apprend qu'on lui reproche d'avoir prêché la guerre à l'Allemagne sur un territoire devenu allemand suite à l'occupation. Et il va être interné jusqu'à la fin de la guerre à Magdebourg. Nouvelle garnison, donc la prussienne, qui apparaît, et quelques combats aussi dans la région. Ça nous mène à la bataille de Saint-Quentin. Donc il va avoir lieu au sud et à l'ouest de la ville, et qui aboutit en fait à la défaite de Féderne, et en fait à la fin du conflit dans la région. De ici. Une fois que les Français sont partis, donc les Prussiens vont se répandre dans la ville, dans quelques violences, ils s'installent. Nouvelle condamnation de la ville à une amende de 500 000 francs suite à des actes d'hostilité, plus une de 2 000 francs pour indemniser une Prussienne retenue en prison pour soupçon d'espionnage. Ensuite, les Prussiens vont aller plus au nord, s'installer dans la région du Louvion, où le préfet qui était installé à Charles va partir. Et le canton de Guise va être soumis également à une amende de 500 000 francs, à raison de 25 francs par habitant et 100 francs par cheval de luxe. Donc, du côté de Verdun, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Simplement, c'est une ville de garnison pour les Français. Il y a des mobiles qui affluent, qui donc fuient le recrutement, qui veulent fuir la présence allemande et continuer à combattre du côté français. Il y a une administration municipale qui est prise entre les demandes des Prussiens et puis les ordres du sous-préfet français. Et en fait, il semblerait que le préfet allemand, donc installé à Saint-Quentin, à Laon, soit informé de ce qui se passe sur place. Et le maire de Verdun serait même allé rencontrer à Laon le préfet allemand. Et en fait, les Allemands ont imposé à la ville une indemnité de 30 000 francs. En même temps, la population est angoissée parce qu'on n'a pas de nouvelles du parti des mobiles de Verdun qui était parti à Soissons et qui s'est trouvé donc à être prisonnier en Allemagne et d'autres se sont enfuis. Donc ça pose des problèmes moraux. En même temps, le préfet, donc Félix Achard, lui, il installe ses services dans cette ville. Il réussit quand même à lever à peu près 4000 soldats dans la région. Il essaie d'entretenir des opérations de harcèlement contre les Prussiens, mais sans trop de succès. Donc après, il y a la question d'occupation allemande. Le 7 octobre, un Allemand d'origine française, le baron de Landsberg, est nommé préfet de l'Aisne. Des sous-préfets allemands sont installés à Château-Thierry et Soissons. Et alors, les commissions municipales servent d'intermédiaire entre l'ennemi et la population. Le maire d'une sous-préfecture transmet les instructions d'occupants au maire des cantons, qui en dépendent, qui sont de facto ses subordonnés. La première mission du maire, c'est d'exécuter les consignes d'occupants. Par exemple, dès le lendemain de l'entrée des troupes allemandes en Soissons, le commandant de place, Otto von Stüpnagel, transmet les mesures de sécurité qu'il a décidées, faire déblayer les routes, rétablir le pavé, établir la viabilité, supprimer les pans des murs qui menacent s'effondrer, faire établir les serrures et verrous aux portes de la ville endommagées, allumer les becs de gaz de la tombée de la nuit au lever du jour. Il fait afficher l'interdiction de tout attroupement, l'interdiction de monter sur les remparts et dans les bastions, et en cas d'alerte nocturne, les habitants doivent rester chez eux, mais allumer des lumières placées derrière leurs fenêtres. Ils doivent apporter leurs armes d'ici au 19 octobre, à midi à la mairie.
et les contrevenants seront jugés militairement. Les armes porteront sur leur emballage une étiquette portant le nom du propriétaire. Et les Allemands l'ont fait dans toutes les villes et communes dans lesquelles ils sont entrés. Ils ont réquisitionné tous les armes. L'idée, c'est d'éviter qu'il y ait en fait le développement d'une guérilla ou d'une insurrection du style de la Vendée, ou ce que les Allemands eux-mêmes ont fait dans les années 1812 contre les Français. Aucun écrit politique ne devra être publié, affiché sans autorisation du commandant de place. Il sera alors affligé une amende de 100 francs au moins pour chaque exemplaire autorisé saisi. Les communes sont responsables des amendes encourues par les individus non solvables, sauf à droit de recours contre les délinquants. On ouvrira les portes simplement le jour de 7h à 20h, circulation libre, mais avec un passeport pour faire sortir des chevaux, des bestiaux, des voitures. Il est délivré à la sous-préfecture sur le certificat du maire. Seuls sont autorisés à sortir de nuit et circuler de nuit les médecins, chirurgiens et sages-femmes. L'un des éléments les plus importants, c'est nourrir les soldats. Vous avez ici le menu prévu, enfin les quantités. Donc on voit qu'on mange quand même bien. Voilà. Ça pose beaucoup de problèmes. Ici, vous avez la ration quotidienne des sous-officiers soldats. Vous voyez, donc c'est pas comme aujourd'hui où on est partisan de l'abandon de la viande. Hein. Donc là, on mange quand même, c'est important. Hein. On n'oublie pas non plus l'alcool. Hein. Si on regarde en arrière, vous voyez que on a en milieu d'après-midi une demi-bouteille de rouge, pas de vin rouge sans doute, hein, et 12 centilitres d'eau de vie. Bon, ça c'est pour renforcer le moral, c'est petit goûter. Et on n'hésite pas sur le pain. Et tout ça, ça pose des problèmes en fait. Hein. Parce qu'en même temps, donc, tout ça c'est contrôlé par les Allemands. Ils vérifient quand même que tout est sain, et notamment pour la viande, parce qu'en même temps, ils ont amené la peste bovine. Donc ça pose des problèmes pour tout le monde. À partir du 22 octobre, chaque officier soldat aura droit à 5 cigares par jour ou 50 grammes de tabac. Et les officiers auront des cigares de qualité supérieure. Alors, dans 2 villes, Soissons et Laon, donc il y aura d'abord les stocks laissés par les garnisons qui seront utilisés. Ailleurs, il faut improviser. D'autant plus qu'il faut aussi nourrir les chevaux. Or, un cheval a besoin par jour de 6 kg d'avoine, 1,5 kg de foin et 1,5 kg de paille. Donc on cherche à mettre sur pied un magasin où ceux-là pourraient être approvisionnés. Mais ça ne fonctionne pas toujours. En Soissons, ça ne marchera pas, par exemple. Il faut couvrir les dépenses, parce que c'est la ville en fait qui va payer tout ça. Et dès le début de l'occupation, on cherche à faire des emprunts pour couvrir les dépenses. En fait, on va s'adresser à la population pour récupérer du numéraire, en leur proposant des emprunts généralement remboursables sur 5 ans, avec un intérêt à 5%. En même temps, comme on manque de nourriture dans l'Aisne, il faut chercher hors du département. Pour ce qui fait défaut. Par exemple, fin janvier 1971, on envoie un membre du conseil municipal de Soissons à Metz, cherche à acheter 10 tonnes de lard fumé, étudier l'achat de 3 ou 4 tonnes de riz. En décembre, qu'on manque de tabac, il faut aller donc à Berlin pour acheter 50 000 cigares et 500 kg de tabac. Ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. En même temps, il faut loger les troupes de passage. Il y a une garnison, mais il faut quand même loger tout le monde. Et le logement chez l'habitant, c'est la règle. D'abord, les casernes de Soissons sont largement dévastées. Et depuis longtemps, en fait, en France, les garnisons ne sont pas fixes. C'est-à-dire que les régiments passent de ville en ville. Et ils logent souvent chez l'habitant. Donc, le dernier règlement en vigueur, c'est celui du 20 juillet 1824. Il prévoit donc l'indemnisation des logeurs. Ce ne sera pas le cas pour cette fois-ci. On tient donc un registre qui va répartir la charge entre les habitants suivant leur domicile. Le problème, dans les villes ici, on n'exemptera pas non plus les gens qui ont fui. Ceux qui sont partis, leur maison sera quand même occupée par des Prussiens. L'un des principaux problèmes, c'est que en fait, l'effectif logé varie souvent. Par exemple, le 13 décembre 1970, le maire de Soissons apprend que le jour même et le lendemain, 4 à 5 000 hommes vont arriver dans la ville. Donc il faut que la commission qui est chargée de cette répartition avertisse les logeurs, distribue des billets de logement aux Allemands. Chacun pouvant accueillir, suivant à Soissons, on va donc de 4 à 15 hommes
loger chez soi. Voilà. Et donc là, il faut donner le couvert. Ben, si les hommes, c'est pas l'habitant qui nourrit lui-même, mais il faut également qu'ils aient un coin pour chauffer, il faut qu'ils aient un lit, etc. Donc ça pose des problèmes sérieux. C'est également la même chose dans les communes rurales. Là, généralement, les officiers vont loger dans les maisons. La troupe, elle loge soit dans les granges, soit dans les maisons si on a disponible, et sous la tente. Mais là, c'est plus dur pour la population parce qu'il y a moins d'habitants, donc tout le monde est concerné. Et puis il y a moins de ressources. Ensuite, on a le problème des réquisitions. De temps en temps, c'est plus un peu violent. Les Allemands, ont besoin, c'est d'avoir des moyens de transport, des chevaux, des voitures avec ou sans conducteur. Et souvent, la réquisition exigée à peine énoncée. On demande ça. Alors, vous avez ici un bon de réquisition, c'est un exemple, ça sur papier. Après, ça peut être aussi plus formalisé. Vous avez ici un formulaire de réquisition qui est de Soissons, donc établi par le baron de Landsberg qui est sous-préfet de Soissons. Et on demande un peu de tout. Par exemple, en décembre, le canton de Soissons va devoir livrer 380 paires de chaussettes, dont la longueur du pied varie de 30 à 36 cm et la tige monte à mi-jambe. On va également acquisitionner des chandelles, des lampes, de la nourriture, des moyens de transport pour officiers, des matériaux, la nourriture des soldats français, des ouvriers français qui travaillent pour l'occupant, des artisans pour les faire des corvées ou des réparations. En même temps, les consignes du prussiennes sont facilitées par l'abonnement obligatoire des communes au moniteur officiel du gouvernement général à Reims. Ça, les informations viennent, informations officielles, normalement, personne ne doit se tromper. Notamment pour ce qui concerne les aspects comme celui-ci, parce qu'il y a un problème qui se pose, c'est les Allemands donc, ont des thalers, des monnaies allemandes, il faut fixer le cours de la monnaie allemande en monnaie française. Donc il y a un cours forcé qui est institué, qui est avantageux pour les Allemands, parce qu'il y a eu des incidents avant, parce que des commerçants français refusaient de vendre aux Allemands parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez cher, que les prix n'étaient pas assez chers pour les Allemands. Donc il y a des incidents, et donc il faut prendre des mesures pour éviter ce genre de problème, et donc on instaure un cours forcé de la monnaie. En même temps, le maire est responsable de l'ordre public. Par exemple, lorsqu'à Soissons on apprend que la messe a capitulé, le commandant de place explique au maire qu'il a constaté que les nouvelles venant de Metz provoquaient de l'agitation chez les civils. Et le maire doit calmer la population et lui faire comprendre l'importance de maintenir de bons rapports avec les troupes prussiennes. En même temps, les habitants de la région sont sous de privation. En août, l'automne et l'hiver 1870-71 sont particulièrement rigoureux. C'est quasiment le plus froid du siècle. Les circuits d'avitaillement sont bouleversés par les opérations militaires et en conséquence, on manque de chevaux, les acquisitions allemandes réduisent les disponibilités alimentaires, la peste bovine frappe le bétail, il faut donc limiter les déplacements des troupeaux vers les abattoirs. En même temps, les exigences allemandes, notamment les amendes, réduisent les disponibilités en numéraire, donc beaucoup de problèmes. Mais les Allemands veillent également au maintien de l'activité économique. Par une circulaire du 16 novembre 1970, il rappelle l'arrêt du fonctionnement de l'administration fiscale française en ce qui concerne les contributions directes, mais indirectes, malgré cela, les industriels pourront poursuivre l'activité à la seule condition de ne pas exporter leur production hors des départements français, non occupés par les Allemands. En fait, il s'agit de maintenir de l'activité économique, d'occuper les gens. C'est aussi le rôle des Allemands et des impôts. Il faut que les gens aient quelque chose à faire, trouver de l'argent. C'est vraiment vite d'avoir de mauvaises idées. Et comme je vous l'ai dit, en fait, ils reprennent donc les impôts précédents, ils les appliquent, maintiennent donc les habitudes. On prend les impôts précédents, tout le monde paye la même chose qu'avant, mais aux Allemands. C'est la dernière choquant parce que, en fait, lorsque en 1806 Napoléon a battu les Prussiens, il a fait la même chose en Allemagne, puisque d'octobre 1806 à octobre 1808, Darwin, l'intendant général, va collecter 477 millions de francs sur la Prusse. En 1809, la victoire sur l'Autriche nous a rapporté 130 millions, et Marie-Louise. Donc on n'a pas oublié. Et je vous rappelle que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid.
Donc il y a comme des violences également contre les civils. Généralement, lorsque les villes sont occupées, en fait, il y a peu de violence, pas de pillage. Hein. Il y a quelques incidents, par exemple, fin octobre 70, 2 soldats ivres tirent dans la rue, puis la fenêtre de leur chambre à Soissons. On signale quelques incidents entre militaires allemands et français. Aussi, le préfet Landsberg ordonne au maire de les signaler dans les 24 heures. En cas que cet ordre ne serait pas strictement observé, l'autorité se verrait obligée d'employer des mesures rigoureuses indiquées par les lois de la guerre. Mais généralement, les incidents sont liés au comportement sans gêne de certains soldats et de certains officiers. Et comme les Français ont été désarmés, il y a peu de problèmes qui se posent. Par contre, maintenant, une fois que cet ordre est appliqué, les Allemands s'en prennent violemment aux civils qui prennent avec les armes à la main. Ils sont emprisonnés, jugés et condamnés à la déportation d'Allemagne. Par exemple, le 10 novembre, un habitant de Juvigny est dénoncé comme braconnier. Il est condamné pour délit de chasse et tension d'une arme à feu. Condamné à 3 mois de prison, 1000 francs d'amende. C'est la commune de Juvigny qui a payé parce que lui est insolvable. Le 29 novembre, affaire en Tardenois, les Allemands vont fouiller la maison du garde-chasse, du garde du maire de la ville. On y trouve des fusils de chasse, du tabac de contrebande, des armes, une carte. Les Allemands incendient la maison, le propriétaire est emmené. Ensuite, c'est le maire de Fer-en-Tardenois qui est arrêté, accusé d'être un franc-tireur. Bon, il a réussi à s'échapper. Son domicile est fouillé et saccagé. On arrête le conseil municipal qui est envoyé à Fismes en prison. Et Fer-en-Tardenois, est condamné à 6 000 francs d'amende pour les faire libérer. Un peu plus tard, vers le 13 janvier 1971, un poteau télégraphique est abattu près de Bazoches. La commune et celles qui sont voisines de Mont-Notre-Dame, Limay et Brenne doivent payer 2000 francs. L'idée de ces violences et de ces amendes, c'est de couper l'envie de se rebeller et d'éviter une nouvelle base de la population. En même temps, l'occupant proclame par voie d'affiche, tout le monde est informé, que tout individu ne faisant pas partie de l'armée régulière ou de la garde mobile, capturé en flagrant délit d'hostilité vis-à-vis des troupes allemandes, sera considéré comme traître et pendu, fusillé, sans autre forme de procès. Donc c'est la pratique des otages, des amendes. Quand il y a des embuscades qui arrivent de temps en temps, par exemple le 3 octobre, des francs-tireurs de la compagnie d'Amiens attaquent un détachement prussien près de Diorcel. 11 cantonniers ouvriers agricoles qui dans le secteur qui n'a rien à voir avec cette affaire-là sont arrêtés, ainsi que le propriétaire du château de Mailly, un vieillard, M. Naché. Il est condamné à 3 000 francs d'amende. La commune des Trouvelles, 4 000, celle d'Ursel, 8 000, soit 15 000 € en tout. Alors qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire-là. Le 12 septembre, c'est la perquisition du clocher de Landricourt qui permet de découvrir des armes et des munitions. Le maire, le garde champêtre sont attachés à des armes et fouettés, pas battus. Le curé est violemment malmené. Le maire de Contesson subit le même sort pour la même raison. À Soissons, lorsque dans la nuit du 27 au 28 octobre, un factionnaire prussien est agressé, eh bien la ville reçoit une amende de 4 000 francs. Mais on a vu avec l'exemple de Saint-Quentin que même si la même chose a lieu lorsque c'est l'armée régulière qui agit. Ainsi, lorsque, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque le pont de Presles est détruit par la garnison de Soissons, eh bien la ville doit payer 20 000 francs et remettre le pont en état à ses frais. Et enfin, pour que les services fonctionnent bien, lorsque le train va être remis entre Soissons et Reims, eh bien, le sous-préfet annonce que le maire et un conseil municipal vont embarquer tous les jours dans le premier train pour éviter qu'il y ait des problèmes. Parce qu'on va aller au niveau de la locomotive, si le train déraille au taquet, c'est eux qui prendront. Donc cette pratique d'otage est courante. Mais elle n'empêche pas le départ des conscrits, qui normalement est interdit. Un décret du 1er octobre 1870 convoque le contingent de la classe correspondante 70. De tous les départements, les opérations pour la formation de ce contingent peuvent s'effectuer. En réaction, les Prussiens exigent la liste des conscrits. Ils interdisent le recensement. Mais ils s'opèrent discrètement dans les communes rurales, avec la complicité des maires, parce que les Allemands sont présents dans les villes. Le plus gros des Allemands est autour de Paris,
et combat soit dans l'ouest de notre département, soit au sud de Paris, les armées de la République. Donc les conscrits vont se déplacer par petits groupes de 3, 4, 5, 6. Une partie va quand même être dénoncée par des maires ou des paysans qui craignent, qui veulent ainsi échapper à des réquisitions. Une partie de ceux qui sont arrêtés sont envoyés en Allemagne. Les autres sont renvoyés chez eux en promettant de ne pas partir. Et on est également le département également traversé par des conscrits qui allaient en direction de l'armée du Nord. Donc ça c'est une affiche qui appelle les Français conscrits donc se mettent à disposition des autorités militaires. Alors pour conclure, donc pour les sièges de Soissons et l'Affaire, la tactique allemande du bombardement de la ville avant toute opération de tranchée a surpris les défenseurs. Ils ont envisagé subir un siège régulier, c'est-à-dire un creusement d'un système de tranchées qui s'approcherait des fortifications, du d'artillerie, mais pas ce bombardement systématique de la ville. Ce bombardement est destiné à briser le moral de la population, de la garnison, et cette pression, ça a provoqué une pression de la municipalité et de la population pour abréger les combats. Ce qui a précipité en fait la capitulation à Lens, Soissons et l'Affaire. L'attitude des habitants a été vivement critiquée pendant et après la guerre. On peut certes regretter leur manque de patriotisme et d'esprit de sacrifice. Enfin bon, là on est tranquillement installé dans cette salle, donc on n'a pas grand-chose. Et pour les contemporains, eh bien, se poser la question de la nécessité de poursuivre une lutte qui paraissait inutile. Comment résister alors que la garnison présente un aspect pitoyable, que le désordre règne, que la préparation domine, que le gouvernement est inconnu. Donc on capitule. Une fois que l'occupant est installé, il faut se résoudre à satisfaire ses exigences, si possible au moindre coût. Ce qui a été très difficile en raison de l'intransigeance des Allemands. Après la fin de la guerre, le gouvernement français indemnisera les destructions et dépenses occasionnées par la guerre. C'est l'objet de la loi du 6 septembre 1971 qui fait supporter par toute la population, par toute la France, les contributions de guerre, réquisitions et dommages matériels de toute nature causés par l'invasion. On avait également procédé de cette manière après les occupations de 1814 et 1815. Et on prendra le même principe après la Grande Guerre. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions? J'ai tout compris alors. Est-ce qu'il y a comme ressources documentaires sur la guerre de 1870 dans les archives allemandes? Alors ça, il faudrait aller en Allemagne en fait. Là, comme mon allemand est extrêmement faible, la dernière fois que j'ai parlé vraiment allemand, c'était pendant la guerre froide. J'ai tout oublié depuis en fait. Là, je peux pas. Je sais qu'il y a des archives en fait. Parce que chaque. Les Allemands, à moins qu'ils aient été détruits pour la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, comme les Français, prenaient note de tout. Mais donc, après la guerre, les Allemands ont publié l'histoire de la guerre franco-prussienne, qui était en grande partie traduite par un officier français qui s'appelait Cerda. Et donc, on parle de Soissons, de la région aussi. Les sièges des villes de l'Est sont résumés côté allemand. Ce qui permet d'avoir des précisions sur ce qu'eux pensaient. Il raconte également l'aventure du 13e corps d'armée. Oui. Alors moi j'ai utilisé donc ces ouvrages allemands et puis également les archives municipales de l'Aisne. Donc là il y a des archives, il y a les archives de Lens. Après j'utilise les archives municipales de Soissons parce que dans les fonds de ces deux villes il y a donc le point de vue de la correspondance franco-allemande. Et après j'ai pris des exemples dans la littérature qui est assez abondante, qui était publiée après la guerre. Donc ça permet d'avoir une synthèse. Bon, après c'est vrai qu'il faudrait voir ce qui se passe côté allemand, mais bon. J'ai pas entendu. Alors là, en fait, c'est peut-être pas évident. Il y en a peut-être le point de vue de. Comment il s'appelle de Laforge et puis de l'autre préfet Achard. Mais après, comme on est quand même coupé du reste du pays. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Alors, vous savez, l'histoire de la défense, j'y suis allé, c'est là que viennent les documents, les cartes que j'ai montrées. Et là, c'est sur les opérations militaires. Il y a les journaux des sièges de Soissons. C'est des documents qui sont, de Soissons à l'affaire.
et lent. C'est-à-dire c'est des comptes rendus qui ont été rédigés par les officiers présents, donc aussi bien le commandant de place que ses subordonnés, chacun fait un compte rendu. Donc généralement c'est chronologique avec une conclusion générale, une sorte de synthèse finale. Et c'est ces documents-là qui ont servi par exemple dans les procès qu'ils ont subis après la guerre. Donc c'est quand même une masse de documents assez importante. Après, il y a tous les témoignages. Hein. Parce que pendant les 20 ou 30 ans qui suivent la guerre, en fait, il y a un certain nombre de personnes qui ont participé aux opérations, qui ont été témoins, racontent leurs souvenirs. Des dossiers d'anciens combattants aussi. Alors après, il y a des dossiers d'anciens combattants, mais là, je ne me suis pas penché dessus. Après, en fait, c'est pas aussi perfectionné que pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'en fait, il y a des dossiers des officiers, sous-officiers, et pour les hommes de troupes, ça c'est restreint. Je sais pas si c'est d'autres questions. Oui. Juste pour compléter, après, on voit les 158 les archives municipales, et notamment, je pense, au registre de délibération. Oui. Qui effectivement, à partir de 1971, quand les municipalités ont vraiment relancé leur activité Parce que, l'occupation, il y a quand même beaucoup de témoignages, et je pense que oui. les petites communes, je n'ai pas entendu En fait, plus anciens. Là, effectivement, il y a même des récits de ce qui s'est passé lors de l'établissement. moi j'avais regardé, tout à fait, parce que en fait, j'ai regardé aussi par rapport aux communes autour de Soissons, j'ai vu par le cas d'Amblody, il y a pas mal de choses, mais même dans le conseil municipal de chaque ville, en fait, c'est exactement ce que tu dis, il y a donc des informations, des comptes rendus, et puis après il y a toute la procédure, en fait, pour savoir pas mal de choses, c'est par rapport à la procédure qui est mise en place après la guerre pour rembourser tout le monde. Donc là, il y a des demandes et puis des réponses de l'administration, parce que tout passe par l'intermédiaire des mairies. Et après, qui renvoie donc à la préfecture. Donc après, il faut fouiller en fait. Mais il y a énormément de choses. Hein. Donc il y a de quoi faire quand même. Il ne doit pas être disparu après. On s'aperçoit quand même qu'il y a tous les ingrédients pour qu'on retrouve dans l'occupation en 14-18. Ah oui, ça peut moins faire plus longtemps, mais quand même plus violente. Voilà, ça va être plus violente après en fait. Hein. Ah oui. Bon, là, il y a des otages de fusillés, mais pas autant que pendant les deux guerres mondiales. Et les réquisitions. Au niveau des réquisitions, Oui, oui. des amendes. Oui, c'est le même principe. Hein. Et là, De toute façon, quand une recette fonctionne, tu peux la continuer. Hein. ouais, Donc, cette propagande, je dirais, pour faire peur aux civils. ah bah, de toute façon, le but c'est de faire peur aux civils, éviter la révolte. Hein. Voilà. Mais nous, on fait la même chose dans nos guerres, dans nos guerres coloniales, on fait pareil. Hein. Tout le monde fait pareil, il n'y a pas de secret là-dedans. Quand on a occupé l'Allemagne dans les années avec Napoléon, quand on a occupé la Prusse, c'est le même principe. Hein. Et avant aussi. Hein. Mais pourtant, les armées de la République Ouais, tout le monde. Ouais. fait la même chose. Ah oui, il n'y a pas de. Ah, ça, c'est la seule solution. Hein. Général Serrurier, il a ouvert Express en Italie. Oui. Alors, on a quand même pillé l'Italie. Hein. À Mantoue en particulier, ils disent ce qu'il a fait en premier, il était à la banque. Ouais. Ouais. Mais reste, c'est le droit d'art. Bah, en France, de toute façon, les Allemands ont fait pareil. Hein. Ils ont saisi les recettes du fisc. Hein. Toutes les recettes municipales, celles de la préfecture, tout ça, ils vont tout confisquer quand ils ont pu. Donc, parce qu'on a besoin d'argent. Mais vous, par exemple, de l'autre côté, on n'est pas embêté. Et puis, comme ça met les gens dans le besoin, donc ils sont obligés de se concentrer sur la résolution de ces questions. Est-ce que comme en 14 ou en 40, les Allemands ils vont installer des commandantours, des administrations sur place, ou ça va juste se contenter sur des tribunaux militaires? En fait, ils installent une commandanture locale, mais qui n'est pas très nombreuse en fait. Il y a en fait des fonctionnaires allemands civils qui sont présents, des militaires, donc les fonctionnaires civils qui sont peu nombreux, c'est pour la liaison avec les Français, au jour le jour, et puis il y a des militaires qui sont là pour administrer la garnison allemande, et puis organiser en fait son fonctionnement. Et après, c'est eux qui vont donc envoyer des papiers, qui adressent des papiers, donc une correspondance aux Français pour résoudre tous les problèmes qu'ils ont. Et à vouloir tout ce dont ils ont besoin, notamment dans le cas des réquisitions. C'est pour ça qu'il y a une correspondance importante. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Pas de- Merci.